Donc, bienvenue à tous à cette table ronde pour faire le point sur la course à la Maison-Blanche, enfin, à l'investiture d'abord, puis ensuite à la Maison-Blanche. Je suis Jimena Samson, je suis journaliste à Radio-Canada. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi 4 chercheurs de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, que vous connaissez sûrement. Donc, Frédéric Gagnon, qui est le titulaire de la chaire Raoul Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, professeur de sciences politiques à l'UQAM, Andréane Bissonnette, qui est chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis, Julien Toureille, qui est chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis, et Christophe Louthier-Roy, qui est directeur adjoint de l'Observatoire sur les États-Unis et chercheur postdoctoral. Donc, je vais d'abord lancer des questions, discuter avec les panélistes qui vont répondre aux questions que je vais leur poser, qui sont sûrement aussi les vôtres, et ensuite, vous pourrez poser vos questions aux chercheurs. Donc, comme vous le savez sûrement tous, en surprise, Donald Trump a remporté hier les 14 sur 15 États dans le super mardi, qui est un moment déterminant normalement dans la course à l'investiture, qu'il était un peu moins cette année à cause de la force des deux candidats, Donald Trump du côté républicain et Joe Biden du côté démocrate. Dans les deux cas, donc un couronnement. Et il semblerait donc qu'on se dirige vers une reprise, une répétition de l'élection de 2020, un duel entre Joe Biden et Donald Trump. Un match revanche, en quelque sorte, pour Donald Trump. Donc, ça va être ça, ma première question. Est-ce que, à moins d'une surprise majeure, on se dirige donc vers un affrontement Trump-Biden, à moins que l'un des deux doive se désister pour une raison quelconque? Est-ce que on va donc assister à un match revanche pour Donald Trump? Je ne sais pas qui veut commencer. Julien. Bon, mais je vais être très bref, puisque je commence. Oui, manifestement, et là, je pense que je n'annonce rien, puisque vous avez vu, en effet, hier soir, qu'il n'y a pas vraiment eu de suspense. On peut dire qu'il n'y en a pas vraiment eu depuis, ou tout au long de cette saison des primaires, qui a été un peu comme cet hiver canadien, très, très décevant, très, très, très courte. Alors, normalement, ça sera les deux candidats. Il faut dire normalement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même quelques épées de Damoclès qui pendent au-dessus de leur tête et qui peuvent peut-être rendre la chose incertaine d'ici le 5 novembre, et c'est loin finalement, le 5 novembre. Il y a deux éléments, deux épées de Damoclès. La première, mais ce sont les ennuis judiciaires de Donald Trump, même si personnellement, et je suis curieux d'entendre mes camarades, je ne compterai pas beaucoup là-dessus pour que Donald Trump ne soit pas le candidat républicain à l'élection présidentielle. Au contraire, on constate que tous les ennuis judiciaires ne font que le renforcer politiquement. Donc, voilà, je vois mal comment ça pourrait le disqualifier. L'autre épée de Damoclès, c'est la question de l'âge pour les deux, et peut-être encore plus significativement pour Joe Biden. Et là, ça serait peut-être contre sa volonté qu'il ne serait pas candidat démocrate en novembre prochain. Il y a quelques scénarios qui circulent, ou quelques hypothèses un peu de politique fiction qui sont évoquées du côté des démocrates pour éventuellement remettre en question cette certitude de voir Joe Biden être le candidat du parti, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette réponse préliminaire. Peut-être juste préciser que c'est pas, ça peut sembler inusité, mais c'est un survol historique rapide nous montre que ce serait la 7e fois en fait dans l'histoire des États-Unis qu'on aurait un match revanche comme ça dans 2 élections présidentielles consécutives. Cela étant dit, les 2 premières fois que c'est arrivé, c'était George Washington contre John Adams, John Adams contre Thomas Jefferson, John Quincy Adams contre Andrew Jackson. Donc, il faut remonter vraiment à la fin du 18e, au début du 19e siècle. Sinon, les 2 dernières fois que c'est arrivé, William Jennings Bryan, qui a eu qui a le record du plus grand nombre de défaites, avec 3 défaites dans des élections présidentielles, contre William McKinley en 1896 et 1900. Et certains d'entre vous se rappellent peut-être des duels entre Adlai Stevenson et Dwight Eisenhower dans les années 50. Le cas de figure qu'on a aujourd'hui, c'est à peu près une répétition du cas de figure qui opposait Grover Cleveland et Benjamin Harrison en 1888 et 1892. C'est-à-dire un ancien président qui tente de reprendre le pouvoir après avoir perdu un 2e mandat. Grover Cleveland, en l'occurrence, était le candidat démocrate à l'époque. Il y a une différence fondamentale, cependant.
Grover Cleveland avait gagné le suffrage populaire lors de l'élection de 1888 contre le républicain Benjamin Harrison. Donald Trump a perdu le suffrage populaire en 2016, en 2020 et risque fort de le perdre à nouveau en 2024, attendu le résultat de l'élection. Donc, on est vraiment dans un cas assez inusité quand même. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec Julien et probablement avec mes autres collègues aussi. Je vois vraiment pas comment, à ce stade-ci, hormis un développement inattendu, on pourrait avoir autre chose qu'une reprise de cet affrontement. Oui, puis je dirais, pour ajouter, malheureusement pour les Américains et Américaines, là, si on regarde les sondages, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas de ce deuxième duel Trump-Biden. Deux candidats très impopulaires au pays. Si vous regardez la popularité de Biden, il est à 38% d'appui dans le pays en ce moment. Même chose pour Trump à peu près, peut-être à 40% d'appui. Mais ce sont deux candidats qui, malgré les réserves de bien des gens, restent très, très forts au sein de leur formation politique respective. Et je pense que c'est intéressant. Bon, il n'y a pas eu vraiment de suspense là, cette année du côté des primaires démocrates, primaires républicaines, mais c'est quand même intéressant d'éplucher, de décortiquer les résultats et les sondages aux sorties des urnes également. Donc, si on regarde les résultats, ce qu'on constate, c'est que du côté démocrate, Biden rafle tout. Et souvent dépasse la barre des 80-85%. Bon, là, il y a des gens qui disaient « Ouais, mais au Michigan, il y a 100 000 personnes qui ont voté blanc, qui ont voté pour aucun des candidats sur les bulletins de vote démocrates. » Même chose hier au Minnesota, il y a quand même eu un vote blanc. Quand je dis vote blanc, des gens qui ne votent pour aucun candidat, là, je vais être sûr que tout le monde comprend. Puis au Minnesota, hier, il y a quand même eu pas mal de ces votes parce qu'il y a des gens dans ces États qui sont insatisfaits de la politique de Biden au Moyen-Orient, au Proche-Orient, dans le conflit israélo-palestinien notamment. Mais si vous regardez, si vous remontez dans l'histoire des résultats des primaires, même durant la présidentielle de 2012, par exemple, Barack Obama était président des États-Unis aux commandes et il n'y avait pas de compétition du côté démocrate, mais il y avait quand même à ce moment-là de ces votes uncommitted, de ces votes pour aucun des candidats. Il y en avait quand même à ce moment-là aussi. Donc, c'est sûr qu'on essaie de dire que que Biden est faible au sein du Parti démocrate, mais il n'y a pas réellement eu de compétition jusqu'ici, même si, bon, des gens disaient Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, serait meilleur que Joe pour la présidentielle et tout ça. Et du côté républicain, si on décortique les résultats d'hier et les résultats des primaires jusqu'ici, on voit qu'il y a quand même un 20% d'électeurs, d'électrices républicains qui ont, d'une primaire à l'autre, décidé d'offrir leur appui à Nikki Haley. Mais c'est quand même pas si élevé que ça, considérant tout ce qui s'est passé dans la carrière politique de Trump jusqu'ici, là. Il est passé à travers à peu près toutes les tempêtes, 2 procédures de destitution durant sa présidence, les événements du 6 janvier 2021 au Capitole, les accusations criminelles dans 4 dossiers, les accusations civiles dans toutes sortes de dossiers aussi. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est un phénomène, M. Trump, là, qui soit encore aussi fort au sein du Parti républicain. Je vais m'arrêter là-dessus, puisqu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais bon, vous avez vu, Nikki Haley a décidé de suspendre sa campagne électorale ce matin. Elle n'a pas offert officiellement son appui à Trump, mais il sera intéressant de voir ce que ces 20% d'électeurs républicains qui l'ont appuyé feront pour la suite des choses. Là, si elle décide d'offrir son appui officiel à Trump, peut-être que plusieurs d'entre eux décideront, certains d'entre eux en tout cas décideront d'appuyer Trump. Mais ce que je dirais, c'est que je pense qu'on exagère un petit peu la faiblesse de Trump dans son parti en ce moment. C'est 20%, oui, mais il y a un phénomène de polarisation politique très, très important aux États-Unis aussi qui fait en sorte qu'à l'élection de novembre, bien des républicains qui ne voulaient pas Trump vont peut-être se pincer le nez et voter pour lui quand même parce que ça reste préférable à un deuxième mandat de Biden là, qu'on déteste énormément du côté républicain. Donc, un deuxième duel, Trump-Biden dont personne ne veut, dont bien des gens ne veulent pas. Et je m'arrête là-dessus. Ce qui est un peu curieux, c'est que dans les deux camps, les partisans de Trump et les partisans de Biden ne sont pas toujours extrêmement convaincus de ces candidatures-là, mais ont peut-être l'impression que le camp adverse est battable en novembre, en raison des faiblesses des deux candidats. Donc, je m'arrête là-dessus.
Oui, beaucoup de questions évoquées sur lesquelles on va revenir. Là. Il y avait plein de choses, et en particulier, donc, une des dernières dont vous avez parlé, Julien, donc cette emprise de Donald Trump, ce pouvoir de Donald Trump sur le Parti républicain et sur les électeurs républicains, comment l'expliquer? Notamment, par exemple, il y a encore 60% des électeurs républicains qui se disent prêts à voter pour lui, même s'il est jugé coupable. Comment on peut expliquer cela, cette emprise qu'il a? Oui, je peux commencer, mais de façon très très brève là aussi. Puis, je pense que la réponse, elle est quand même assez simple et elle relève plus de l'analyse d'un mouvement sectaire que d'une analyse politique. On le voit dans les rassemblements partisans qui réunissent donc les soutiens de Donald Trump. Il peut dire des choses, mais alambiqué, enfin, son discours n'a pas besoin d'être structuré, il n'a pas besoin de présenter des politiques publiques qui vont convaincre son auditoire du bien fondé de voter pour lui. Il n'a pas à dire, par exemple, à la classe ouvrière ou à la classe moyenne, voilà, je vais adopter des politiques d'investissement, d'aide à l'éducation permanente pour vous adapter au changement du marché de l'emploi. Il a juste à dire, je suis Donald Trump, je suis votre héros, et les gens, manifestement, embarquent derrière lui. Il pourrait aller jusqu'à leur dire, et je pense qu'avec Frédéric, ça nous avait marqué quand on l'a vu en janvier, au New Hampshire, il pourrait leur dire des insanités, hein, du genre je suis parti avec votre femme, je vais tuer vos enfants, et il voterait quand même pour lui. Donc, d'un point de vue même de sociologie ou de politologue, je pense qu'on est un peu démunis pour l'expliquer, hein, cette mainmise. Par contre, ce qui est fascinant, au-delà du culte de la personnalité, c'est de voir à quel point ce qu'on appelle l'establishment républicain ou les républicains modérés n'osent pas remettre en question cette emprise-là. Frédéric l'évoquait, Nikki Haley, elle ne s'oppose pas à Donald Trump. Elle va probablement même mettre genou à terre devant lui. Il y a quelques minutes, Mitch McConnell a annoncé aussi qu'il se ralliait à Donald Trump, et Dieu seul sait si les deux sont foncièrement différents sur leur conception, par exemple, des institutions et de la démocratie américaine. Donc il y a quelque chose qui dépasse l'entendement et qui fait, comme Frédéric le disait, que Donald Trump, c'est un vrai phénomène, quelque chose presque de paranormal, j'aurais tendance à dire. Si je peux me permettre d'ajouter quelques mots là-dessus, je trouve que dans nos analyses parfois de ce que sont et de qui sont les partisans de Trump, je trouve qu'on manque un peu de nuance parfois. Donc c'est vrai que pour certains électeurs, électrices, il peut y avoir ce phénomène culte de la personnalité, un amour sans borne qui peut frôler ce qu'on observe dans certains phénomènes, oui, sectaires. Mais il y a plus que ça, je pense. Et c'est ce qui fait la force de Trump, c'est qu'il y a divers types de partisans de Trump. Il y a des gens qui appuient Trump depuis le début et qui sont très lucides sur ce qu'il incarne, sur qui il est, sur le fait que c'est pas quelqu'un de fréquentable peut-être, c'est quelqu'un qui a un passé trouble, c'est quelqu'un qui a eu des relations embêtantes avec des femmes, tout ça. Il a été accusé de harcèlement sexuel et tout ça. Donc, il y a un passé personnel qui est problématique à plusieurs titres pour bien des conservateurs, mais qui se disent c'est toujours mieux d'avoir ça que d'avoir Biden. Pourquoi? Parce que Trump, même si je ne l'aime pas personnellement, il nous a donné durant sa présidence toutes sortes de choses dont on rêve, nous, les conservateurs, depuis des lunes. Des juges conservateurs à la Cour suprême. Andréane va sûrement en reparler parce qu'elle va aborder la question de l'avortement. Des réductions d'impôts importantes pour les plus riches, pour les entreprises, une politique plus ferme à la frontière américano-mexicaine. Andréane va en parler aussi. Et quand on y a été à Manchester, Julien, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'ai trouvé que les gens qui étaient là étaient de divers horizons. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de gens de tous les âges en fait, et des gens qui sont là pour toutes sortes de raisons, qui l'aiment pour les raisons que j'ai évoquées, qui l'aiment aussi, ça revient beaucoup parce qu'il est un président qui n'a pas lancé de nouvelles guerres à l'international. Donc Trump s'en vante beaucoup. Et là, bien évidemment, Biden, lui, est impliqué dans 2 guerres au moins à l'international, celle en Ukraine, celle dans le conflit israélo-palestinien. Donc il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on aime Trump, parce que c'est un show,
parce que il fait rire les gens aussi. Ça, on l'a vu avec Julien à Manchester. Les gens se bidonnent. Il y a des gens qui trouvent ça drôle de l'entendre, qui se disent je me suis jamais intéressé à la politique, j'ai jamais voté auparavant, mais Trump, c'est pas un politicien. Trump, c'est un gars de la télé et il me ressemble. Et la dernière chose que je dirais, c'est que il y a une ligne de fracture de plus en plus saillante dans cette société-là entre les gens qui ont un diplôme universitaire et les gens qui n'en ont pas. Et si vous regardez les sondages aux sorties des urnes et les résultats des primaires jusqu'ici, vous voyez que Trump cartonne, en fait, auprès des électeurs qui n'ont pas de diplôme universitaire. Donc, son discours populiste, le peuple contre les élites, c'est une de ses forces. Et si vous voulez lire un livre super intéressant là-dessus, il y a le livre de Christopher Lasch, qui est un livre qui date des années 90, mais qui s'appelle « La révolte des élites ». Et ce que Christopher Lasch explique là-dedans, c'est qu'à un moment donné, selon lui, les élites politiques et économiques du pays vont frapper un mur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont révoltés, en quelque sorte, en se détachant de monsieur, madame, tout le monde dans cette société-là. Et en insistant sur des thèmes dont beaucoup de gens se foutent finalement, qui ne font pas partie des préoccupations de monsieur, madame, tout le monde. Quels sont ces thèmes? Tous les débats sur les questions de genre, tous les débats sur les questions migratoires notamment, les débats sur le mariage de personnes de même sexe. Et donc, ce que ces personnes-là disent, c'est que pendant qu'on débat de ces questions-là, le vrai peuple, au fond, souffre dans ce pays-là en raison de toutes sortes de phénomènes qui ont frappé des régions comme le Midwest américain, la désindustrialisation, les pertes d'emplois, de bons emplois dans le secteur manufacturier et tout ça. Et Trump insiste encore beaucoup là-dessus. Et le problème pour les démocrates, c'est que ces électeurs-là faisaient partie de leur clientèle électorale jusqu'à Trump. Et Biden essaie de les garder dans le camp démocrate, mais c'est vraiment un des endroits, un des thèmes sur lesquels, je pense, la présidentielle de 2024 va se jouer. Et dans des États où ces thèmes-là sont très importants, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin et tout ça. Si je peux ajouter aussi un point intéressant par rapport à cette relation-là, c'est qu'on pose souvent la question de l'emprise de Trump sur le Parti républicain, mais qu'il y a aussi au sein du Parti républicain des acteurs qui veulent que Trump reste là parce que il est une caisse de résonance pour leurs idées ultra-conservatrices. Et un de ceux-là, c'est Greg Abbott, le gouverneur du Texas, qui hier, pendant les primaires, a eu une soirée électorale marquée par une multitude de victoires, alors que lui-même n'était pas sur le bulletin de vote, là, donc il n'est pas en élection, mais 8 des 10 candidats qu'il soutenait pour défaire des candidats en poste que Greg Abbott considère qu'ils ne sont pas assez conservateurs, ont soit remporté leur primaire ou la primaire va aller dans un runoff, là, je m'excuse, j'ai pas le terme en français, ou une deuxième étape pour déterminer parce que le résultat, personne n'avait la majorité. Donc, on a aussi ces acteurs locaux-là qui alimentent ce lien entre le Parti républicain et Donald Trump parce qu'on veut que Donald Trump reste au pouvoir parce qu'on a une écoute auprès de ce candidat-là et on sent que s'il est réélu à la Maison-Blanche, on va pouvoir faire passer des politiques qui sont importantes au niveau de certains États, dont l'État du Texas. Ça, c'est du côté donc des républicains. Côté démocrate, par contre, Joe Biden, on voit que lui, il a des problèmes pour maintenir l'unité du parti, pas seulement la déconnexion dont vous parliez avec les électeurs, mais aussi à l'intérieur du parti, on le remet en question, sa capacité de mener cette campagne, son âge, sa faiblesse physique. Est-ce qu'on pourrait le pousser vers la sortie? Est-ce qu'il pourrait lui-même décider de partir? Comment ça pourrait se faire et qu'est-ce que ça impliquerait? Mais je pense qu'il faut quand même être prudent lorsqu'on parle de l'impopularité de Biden. Les sondages montrent que son taux de popularité auprès de l'électorat démocrate est d'à peu près 81 ou 82 %. C'est loin d'être formidable, mais c'est pas catastrophique non plus. Il rassemble quand même une bonne partie des électeurs démocrates. Les trois grandes catégories, je dirais, de griefs que peuvent avoir les démocrates par rapport à lui, et ce ne sont pas des catégories mutuellement exclusives, mais dans un premier temps, il y a ceux, évidemment, et tu l'as mentionné, qui parlent de son âge et qui ont l'impression que c'est un candidat qui est peut-être un peu trop vulnérable pour affronter Donald Trump et qui pourrait ouvrir la porte à un retour de Trump en 2024. Deuxième chose, il y a les franges plus activistes au sein du parti
qui trouvent que Biden est peut-être un peu trop centriste, pas assez qui s'avance peut-être pas assez de manière progressiste sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Et ce, malgré le fait que sur le plan du positionnement idéologique et en fonction de ce qui est possible de faire dans le contexte actuel à Washington, on peut quand même voir une administration assez progressiste quand même qu'on a eue avec Biden, même s'il a la réputation d'être un démocrate un peu plus modéré. Ces deux premières catégories d'électeurs-là vont, malgré leurs réserves envers Biden, vont probablement, au moment de l'élection générale, se rallier. Là où ça devient un peu plus problématique pour Biden, je pense, c'est vraiment sur des enjeux en particulier. Et selon un RSH Gallup, les enjeux sont l'immigration, où 55% seulement des démocrates donnent une bonne note à Biden, et la politique au Moyen-Orient, 51%. On va avoir l'occasion de revenir sans doute sur la question du Moyen-Orient en particulier. Je pense que c'est vraiment le talon d'Achille de Biden dans cette élection-là. Maintenant, est-ce que Biden va quitter la course? C'est sûr que c'est je pense que c'est Julien tantôt qui parlait de scénario de politique-fiction. On se pose beaucoup la question, on se dit, est-ce que ça va arriver? Est-ce que Biden va se dire que c'est plus fait pour lui? Est-ce qu'il va avoir des ennuis de santé? Honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup s'il a fait les étapes jusque-là pour se représenter. Il a attendu des années pour être au sommet de la politique américaine. Je vous rappelle que c'est sa 3e tentative en 2020 pour devenir président des États-Unis. On n'a pas vu depuis 1968 un président renoncer à obtenir un nouveau mandat. Donc, et en plus, il remporte ses primaires, là, je veux dire. Donc, ce serait vraiment surprenant, à moins d'un ennui de santé majeur. Et si ça devait arriver, ben là, ma foi, ce serait un moment très intéressant pour tous les analystes de la politique américaine, parce que là, on serait vraiment dans une dynamique de convention ouverte. Là, ce serait vraiment tout. Et là, pas seulement les candidats qui se sont présentés, là, ce ne serait pas des Dean Phillips ou Marianne Williamson, ça pourrait être des Gavin Newsom, là, dont parlait Frédéric, Gretchen Whitmer, la gouverneure du Michigan, des gens qui sont restés sur les lignes de côté, qui là vont commencer à faire de la représentation auprès des différentes instances du Parti démocrate dans les États, en vue de sécuriser l'appui des délégués en vue de la Convention de Chicago. Et là, ben, on prendrait peut-être une convention dans le vieux style, là, où on avait des tours et des tours de scrutin jusqu'à ce que quelqu'un ait une majorité des voix. Ce serait vraiment formidable. On aimerait tous vivre ça comme analyste de la politique américaine, mais je pense qu'il faut malheureusement pas, ou heureusement, mais il faut pas retenir notre souffle. Je crois que le scénario le plus probable demeure quand même, donc que Biden se rende jusqu'au bout à la présidentielle. Deux petites choses là-dessus, je peux me permettre. Il y a, si ça vous intéresse, Julien, on en parlait tout à l'heure, Julien pourrait peut-être en rajouter un petit peu, mais il y a dans le New Yorker du 4 mars, là, cette semaine, un entretien avec Joe Biden. Et si vous lisez l'entretien, je pense que vous verrez qu'il est déterminé à poursuivre. Et pour l'avoir étudié dans ma thèse de doctorat, ce que je peux dire sur sa personnalité, c'est que c'est quelqu'un de très entêté et de très têtu. Je vais aller jusque-là. Quand on regarde ce qu'il disait sur l'Irak, il y a un moment là, où il disait des choses sur la guerre en Irak et sur la reconstruction de l'Irak it didn't make sense at some point. Là. Il continuait à répéter des choses sur ce qu'on devait faire en Irak qui n'étaient plus pertinentes, mais il tenait mordicus à mettre ses idées de l'avant parce que c'est quelqu'un qui peut être assez têtu, assez entêté, tenir mordicus à ses idées. Et bon, il continue de croire que Trump représente une menace pour la démocratie. Il continue de croire qu'il a battu Trump une première fois et qu'il est capable de le faire une deuxième fois. Et je disais ça hier quand on analysait un petit peu ce qui se passait dans les différentes primaires qu'on a observées. C'est un petit gars, entre guillemets, de Scranton en Pennsylvanie. Et ça, c'est important parce que l'élection présidentielle américaine ne se joue pas à l'échelle du pays. Elle se joue dans quelques États qui font la différence. Et en 2020, parmi ces États-là, il y a la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, il y a aussi la Georgie et l'Arizona qui seront à surveiller, le Nevada cette année, mais ça se joue, peut-être la Caroline du Nord, mais ça se joue à peu près là. Et c'est sûr que les démocrates qui se disent « Ouais, Gavin Newsom, ça pourrait être bien. » Gavin Newsom, c'est le gouverneur de la Californie. Je ne suis pas sûr qu'il est aussi efficace que Biden dans les 3 États du Midwest que je viens de nommer. Gretchen Whitmer, peut-être, mais il faudrait qu'elle se décide assez vite parce qu'elle n'est pas très connue au pays. Donc, aussi au sein du Parti démocrate, malgré toutes les faiblesses de Biden, on continue de croire,
Beaucoup de gens continuent de croire que c'est le meilleur candidat pour battre Trump. Et en sciences politiques, il y a un concept qu'on appelle le concept du path dependency, la dépendance au sentier. C'est-à-dire qu'on a tendance à aller de l'avant avec des recettes qui ont marché dans le passé. On peut être assez conservateur lorsque vient le temps de dire « OK, il y a une recette qui a marché, mais on va essayer autre chose. » Il y a beaucoup de gens au sein du Parti démocrate qui espèrent que Biden va tenir le coup, mais qui se disent, au fond, c'est peut-être le bon candidat pour nous, malgré tout, en 2024, parce que la recette Biden en 2020 a bien marché. Et en plus, il affronte le même candidat. C'est le même genre de duel. Il va pouvoir insister sur les mêmes thèmes. Et pour ce qui est de ses bourdes et de ses capacités cognitives et tout ça, ce qu'on a décidé de faire au sein de l'équipe démocrate depuis quelques jours, c'est de dire « Let Joe be Joe ». Laissons Joe être Joe Biden. On ne pourra pas cacher ce qu'on ne peut pas cacher. Et dans le passé, il a toujours eu cette espèce d'identité de candidat et de politicien maladroit, qui fait des erreurs, qui se trompe. C'est pas nouveau tout ça. Mais là, les démocrates essayaient peut-être un peu trop de contrôler son image, de réduire le nombre d'apparitions publiques de Joe Biden suivant la crainte, en fait, parce qu'on avait peur qu'il fasse des erreurs, mais je pense qu'ils ont juste décidé de le laisser aller. Il fera ses erreurs, au pire, on en rira après, et c'est ce qu'on a vu Biden faire au cours des derniers jours, en se rendant notamment à des shows de fin de soirée là, humoristiques, où il rit un petit peu, il fait preuve d'autodérision en disant voilà, oui, je me trompe un petit peu parfois, mais c'est secondaire finalement. Oui, juste brièvement, c'est vrai qu'il est très déterminé, il est têtu. En plus, il peut surfer quand même sur une bonne dynamique. Hein. Les primaires, après tout, montrent qu'il a vraiment il est en contrôle du Parti démocrate. Personne n'a osé de sérieux le remettre en question, quand bien même il y a longtemps qu'on sait que l'âge de Joe Biden est une vulnérabilité potentielle. On le sait depuis qu'il a été élu en 2020. C'est pas nouveau qu'il soit aussi maladroit, qu'il fasse quelques bourdes. Alors, c'est sûr que plus les mois vont avancer, si les sondages restent aussi calamiteux, on va entendre beaucoup de cette inquiétude, peut-être chez des électeurs démocrates, encore plus chez les stratèges démocrates ou dans l'establishment du parti. On entend beaucoup David Axelrod sur différentes tribunes dire que l'âge, c'est gravissime. Ce qui m'amène peut-être à évoquer plus sérieusement, enfin, ou plus concrètement, un scénario qui n'est pas si sérieux que ça, là, d'où le terme de politique fiction, celui du retrait. Et là, il faut voir les périodes auxquelles il pourrait être amené à se retirer, parce que ça change beaucoup de choses. S'il devait se retirer avant la fin des primaires, donc de cet après-midi à, grosso modo, au 4 juin, ça serait très compliqué pour le parti, parce que, je sais pas, il faudrait qu'il revoie toutes les procédures pour voir qui peut s'inscrire. Enfin, je pense que ça serait très, très compliqué. Une fois la convention démocrate passée au mois d'août, et qu'il est confirmé sur le ticket présidentiel avec Kamala Harris, s'il se retire, c'est assez simple. C'est Kamala Harris qui prend la succession et avec les risques que cela importe. Là où ça devient plus intéressant en termes de politique fiction, c'est s'il devait se retirer de son plein gré, ou pas, entre la fin des primaires et le début de la convention démocrate. Et là, ce scénario, il était évoqué dans 2 articles récents, un dans Politico, un dans le New York Times, je pense, où on dit que ça pourrait être, finalement, s'il devait décider, contre toute attente, mais par exemple, Jill arrive à le convaincre, à lui dire « Joe, écoute, je pense que tu serais mieux de t'occuper de nos bergers allemands et de ne pas solliciter un autre mandat », là, ça serait fascinant. Christophe l'évoquait, on aurait une convention extraordinaire, mais ça permettrait de concentrer sur une très courte période de temps la nuit des longs couteaux entre démocrates, parce que ça serait probablement sanglant, ou du moins il y aurait des divisions. Ça serait sanglant parce qu'il faudrait écarter Kamala Harris, qui n'apparaît pas comme la candidate de substitution idéale pour affronter Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, surveillez ce qui peut se passer au cours de l'été. Alors, ne suspendez pas vos vacances pour ça, parce que ça serait dommage. Mais nous, je pense qu'on serait très heureux entre le 5 juin et le 19 août s'il devait se passer quelque chose. Oui, et une des questions sur lesquelles, justement, donc on juge très sévèrement Joe Biden et les démocrates en général est celle de la frontière, l'immigration irrégulière.
sur laquelle, donc, qui est devenu, qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. L'impression, Trump, le message qu'il transmet tout le temps, c'est que c'est hors de contrôle. Les démocrates ont laissé la situation devenir impossible. Jusqu'à quel point cet enjeu sera déterminant dans le choix des électeurs, Andréane? Oui, je vais prendre la balle au bon, puisque c'est un des sujets sur lesquels je travaille plus spécifiquement. Et c'est effectivement un enjeu dont Biden a hérité, et c'est pas le seul président dans les années récentes à hériter d'un enjeu à la frontière mexicaine-états-unienne ou à une augmentation de l'immigration. Bush, Obama et Trump ont également fait face à des enjeux qui étaient similaires. Par contre, là où on voit qu'il y a plus de tensions et que ça peut avoir un impact plus directement et que ça a commencé à avoir un impact plus directement sur les démocrates à l'intérieur même du parti et non pas uniquement par rapport aux électeurs, c'est qu'on a eu cette stratégie menée par le gouverneur du Texas de payer les billets d'autobus pour transférer des migrants vers des villes démocrates dites sanctuaires, donc Chicago, Denver, New York, qui sont les 3 principales, mais également ailleurs à l'échelle du pays. Et les maires de ces villes-là font de la représentation auprès du président pour dire on a besoin de plus de ressources, c'est un problème, il faut des changements politiques pour nous aider à répondre à la demande. Parce que ces villes-là ne sont pas habituellement les villes où on a une augmentation directe de la population qui est dans une situation d'attente par rapport aux demandes d'asile. Et donc, on n'a pas les ressources nécessaires pour y répondre, ce qui le rend l'enjeu plus visible dans des parties des États-Unis où ce n'était pas un enjeu visible. Et donc, ça a un impact aussi sur la perception des électeurs, où avant, c'était quelque chose d'abstrait. On se disait, la frontière mexicaine-états-unienne, à moins d'y habiter, c'était des chiffres, c'était quelques articles dans le New York Times, c'était très vague, très abstrait, alors que là, c'est vraiment très concret. Et on a des amalgames de plus en plus fréquents entre immigration, itinérance et consommation de stupéfiants qui sont faits dans les discours. Et donc, les gens vont faire un amalgame de ces 3 enjeux-là et dire, bien, l'immigration est le cœur du problème, la frontière est le cœur du problème. Et donc, il y a une attente à ce qu'il y ait davantage d'action sur cette question-là. Dans un contexte où Biden, et on le disait tantôt, est un peu dans cette position où lui, il est personnellement plus de centre, mais on a des tensions aussi au niveau du Parti démocrate pour avoir davantage d'actions plus progressistes, notamment sur la question de l'immigration. Et ce qui fait qu'on a eu un recalibrage qui peut être difficile pour le Parti démocrate, mais on a fait le choix récemment d'aller beaucoup plus vers le centre et de se bouger plus vers la droite par rapport aux politiques d'immigration. Et si vous avez écouté les discours de Trump et Biden la semaine dernière, Trump était à Eagle Pass et Biden était à Brownsville, vous avez peut-être vu des similitudes entre les deux. Biden avait clairement fait le lien entre immigration et contrôle de la frontière et fentanyl. Les 3 termes ont été prononcés à quelques secondes l'un de l'autre. A invité Trump à collaborer avec les démocrates pour faire passer des politiques bipartisanes sur la question de la frontière. Et lorsqu'on parle de politique bipartisane, oui, les démocrates ont fait des concessions, mais on a quand même un appui de démocrates qui sont de plus en plus ouverts sur la question à avoir une augmentation des agents frontaliers. Biden a demandé quelque chose que Trump a voulu pendant de nombreuses années, c'est-à-dire le pouvoir de fermer lui-même la frontière selon son bon vouloir par rapport aux chiffres qu'il voyait à la frontière. Donc, c'est clair que c'est un enjeu que les démocrates prennent au sérieux et on tente d'avoir des solutions qui sont plus concrètes, qui vont s'aligner un peu plus vers le centre, tout en tentant de clairement marteler que la raison pour laquelle rien ne se passe à la frontière, c'est le Parti républicain et c'est spécifiquement Donald Trump qui a tué le projet de loi bipartisan et qui a mis fin à cet effort-là dans les médias pour tenter de mettre le blâme sur le Parti républicain et un peu d'enlever la pression sur le Parti démocrate qui est plus affligé là, par la perception populaire que c'est le Parti démocrate qui ne fait rien sur ces 3 enjeux-là. Et je vais terminer sur ça, mais il y a un sondage qui est sorti récemment par rapport à cette relation qu'on a, ou cette perception de relation qui existe entre immigration et criminalité aux États-Unis. Et il y a une majorité d'électeurs aux États-Unis qui considèrent que plus il y a de l'immigration, plus il y a de la criminalité. Mais cette perception-là va à l'encontre de toutes les recherches scientifiques en criminologie, en sciences politiques et en sociologie qui démontrent que plus il y a de l'immigration, plus faible est le taux de criminalité dans les quartiers, en fait. Et donc, même si on a
données scientifiques-là, ça ne se transpose pas en impression et ça ne se transpose pas en idées portées par la population qui est vraiment bien ancrée dans cette position que immigration égale criminalité. Et c'est ça avec quoi le Parti démocrate doit travailler en ce moment. Bien, juste rapidement, moi, je ne m'y connais pas beaucoup, pas autant qu'Andréane, ça, c'est certain. Mais je regardais un sondage hier, Gallup, et ce qu'Andréane est en train de raconter, là, ça se répercute dans l'opinion publique, en fait. On voit vraiment l'effet de tout ça sur l'opinion publique. Un sondage de Gallup de février 2024 montre que l'immigration, c'est la question de l'urne en ce moment. C'est-à-dire, là, il y a 28 % des Américains et Américaines qui estiment que c'est la question la plus importante de leur vie, la question la plus importante, celle qui les préoccupe le plus, avant l'économie, avant l'inflation, avant tout ça. Et on est passé de 20 % à 28 % de janvier à février 2024. Et tout à l'heure, je disais que Biden a seulement 38 % d'appui au sein de la société américaine personnellement. Il y a juste 28 % des Américains et Américaines qui sont satisfaits de la manière dont ils gèrent le dossier de la frontière, le dossier de l'immigration. Bonne nouvelle pour lui. Demain soir, il donne un des plus importants discours de sa carrière politique, en tout cas un des plus importants discours de son année 2024 et peut-être de sa campagne électorale, le discours sur l'état de l'Union. Il y a des millions de personnes qui vont le regarder. Il aura l'attention médiatique. On peut peut-être s'attendre à ce qu'il fasse des annonces peut-être de décrets présidentiels, parce que là, le Congrès a refusé d'aller de l'avant avec la réforme qu'il proposait, mais peut-être des décrets présidentiels. Et oui, pour une politique un peu recentrée sur la question migratoire, parce qu'il y a beaucoup de demandes pour ça parmi les électeurs indépendants, et quitte à fâcher un petit peu des électeurs à gauche au sein du Parti démocrate, mais où iront ces électeurs-là? Quel est leur choix en novembre? Ils seront peut-être insatisfaits de la politique migratoire de Biden, mais est-ce que voter pour Trump, c'est une meilleure option? Poser la question. Pour eux, en tout cas, poser la question, c'est y répondre. Peut-être qu'ils décideront de rester à la maison. C'est peut-être ça le risque pour Biden, mais je pense que dans le contexte actuel, politiquement, électoralement, Biden n'a pas le choix de rompre avec une vision plus progressiste sur les questions migratoires. Il y a même des demandes de maires démocrates. Là, à New York, c'est assez évident, notamment. Il y a un autre enjeu qui, d'habitude, dans les élections américaines, d'habitude, n'est pas important, celui de la politique étrangère. Ce n'est pas un enjeu à partir duquel les électeurs américains votent, d'après ce qu'on en entend. Mais dans ce cas-ci, la guerre au Proche-Orient vient toucher les gens, vient chercher, en particulier donc, les communautés musulmanes, arabes, dans les secteurs, dans des États clés, comme le Michigan, dont on parlait tout à l'heure, donc il y aurait eu ce mouvement de boycottage, un certain nombre, 13 % de personnes non engagées qui auraient décidé donc de ne pas appuyer Biden dans le cadre des primaires. Jusqu'à quel point ça pourrait faire une différence dans les États clés? Si ce mouvement-là se concrétise, est-ce qu'il pourrait s'élargir? Qu'est-ce que ça pourrait donner? J'ai l'impression que c'est vraiment un des plus gros obstacles que c'est imposé la Maison-Blanche en vue de la réélection de Biden. L'appui initialement inconditionnel, en fait, à Israël accordé par Biden au début du conflit. Puis là, comprenez bien que je réponds à la question en fonction de l'analyse politique que je fais de la chose. Donc, c'est pas une analyse du conflit ici. Mais les chiffres concernant les votes uncommitted au Michigan et au Minnesota, où se trouve une importante communauté somalienne, 18 % quand même d'abstention, font en sorte que non seulement le Michigan, qui est un État pratiquement essentiel pour la réélection de Biden, devient un État où c'est vraiment sa réélection risque d'être difficile. Et dans un État, en fait, où les démocrates ont beaucoup de succès depuis 2018, en 2018, 2020, 2022, on a eu des bons résultats électoraux. Donc là, on va se retrouver à jouer en défensive dans cet État-là. Et le Minnesota, c'est un État qui a la particularité de voter démocrate depuis 1976 à toutes les élections présidentielles, mais ça ne veut pas dire que c'est un État qui est solidement démocrate. Trump a perdu cet État-là par 1,5 % des voix en 2016. Donc là, est-ce qu'on va remettre cet État-là en jeu sur cette question-là si, par exemple, la communauté somalienne qui est concentrée à Saint-Paul et Minneapolis décide de boycotter les urnes rendues aux élections? Il ne faut aussi pas oublier que, historiquement, la communauté afro-américaine que Biden présente lui-même comme un des piliers de sa coalition électorale et qui est évidemment un pilier de la coalition démocrate, c'est une communauté qui, historiquement, appuie le mouvement palestinien. Donc ça vient aussi fragiliser encore un petit peu la coalition électorale de Biden. Donc,
Et là, ce qui est vraiment pas, c'est que il est peut-être un peu trop tard aussi pour réparer les pots cassés du côté de l'administration Biden. J'entendais récemment des reportages avec le maire de Dearborn, entre autres au Michigan, donc qui est un Américain d'origine arabo-musulmane, qui a milité activement pour Biden en 2020 et qui a refusé de le rencontrer, en fait, il y a quelques semaines, lorsque Biden s'est rendu au Michigan, qui considère qu'il attend des actions précises de la part de l'administration, de se prononcer en faveur d'un cessez-le-feu. Mais même, on entend sur le terrain certains électeurs, et on voit ça dans des entrevues, entre autres, qui disent « Vous avez beau nous dire que c'est pire avec Trump, avec, entre autres, son Muslim ban, il reste que pour nous, un génocide, ça va trop loin, dans le fond. » Donc, est-ce que cette communauté-là va être prête à revenir pour appuyer Biden lors de ces élections-là? Et ça n'a pas été une marge de victoire très impressionnante là, pour Biden au Michigan. C'est quelques dizaines de milliers de votes, donc c'est beaucoup une marge qui est beaucoup inférieure au nombre de personnes arabo-musulmanes qui vivent au Michigan, notamment dans les banlieues de Détroit. Donc, je vous dirais que je prendrais pas ça à la légère du côté de l'administration Biden. C'est facile de dire que c'est juste des votes uncommitted, ça change pas grand-chose. Les gens vont se rallier, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir il va falloir trouver une façon de redresser la barque parce que sinon, ça va compliquer vraiment les choses là, pour la réélection, à tout le moins au Minnesota. Puis tu sais, je parle de ces communautés-là, il y a tout aussi la frange activiste progressiste du Parti démocrate aussi qui en fait, je l'ai mentionné tantôt, là, c'est 51% d'appui là, pour la politique de Biden au Moyen-Orient parmi l'électorat démocrate. Donc, et comme c'est très présent dans les médias, ben, ça va être une béquille jusqu'à ce qu'on trouve une façon de corriger le tir. Oui, et pour continuer dans la lignée de ce qu'il dit Christophe, on voit que ce conflit israélo-palestinien, il affaiblit la coalition démocrate, parce que les communautés arabo-musulmanes sont mal à l'aise, voire carrément fâchées. La communauté afro-américaine peut être aussi sceptique. Les progressistes, les plus jeunes aussi, parce qu'il y a quand même, au niveau des classes d'âge aux États-Unis, une évolution assez considérable quant au positionnement qu'on a sur le conflit israélo-palestinien. Donc, grosso modo, les plus jeunes sont plus favorables à la cause palestinienne que leurs aînés qui sont plus favorables à la cause israélienne. Et un peu comme sur le dossier de l'immigration, on a l'impression qu'à la Maison-Blanche, on a peut-être tardé ou pas pris la pleine mesure du boulet politique que cela représente dans la perspective de l'élection présidentielle. Parce que, oui, si on prend isolément, c'est peu de gens dans la coalition, mais dans la perspective d'une élection serrée, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre à droite et à gauche des gens, ça peut être tout à fait embêtant. Et comme le disait Frédéric, le discours sur l'état de l'Union, demain, on espère peut-être que ça va être l'occasion pour Joe Biden, autant sur l'immigration que sur le conflit israélo-palestinien, de prendre des positions plus clair, plus ferme. Je ne dis pas que demain, il devrait annoncer la fin du soutien américain à Israël. Je pense de toute façon, c'est impossible pour Joe Biden de faire ça parce que il fait partie de cette classe d'âge d'Américains qui sont pro-israéliens. Enfin, son vécu fait qu'il appuie l'État d'Israël. On l'a vu dans sa réaction initiale après le 7 octobre. Et Christophe le disait, le maire de Dearborn ne veut pas le rencontrer, mais du côté de la Maison-Blanche, on n'a pas fait beaucoup non plus d'efforts pour aller rencontrer ces communautés au Michigan et au Minnesota. Soit on envoie des conseillers, soit on délègue des élus de Californie, je pense, une représentante de Californie qui vient expliquer que finalement c'est mieux Biden que Trump. Et juste pour finir sur la politique étrangère, il y a quand même un paradoxe, parce que si on observe la politique étrangère de Joe Biden, il y a beaucoup de bonnes choses à dire, notamment sur le conflit ukrainien, mais Donald Trump a quand même, et je pense que c'est Frédéric aussi qui évoquait tout à l'heure, un argument hyper efficace, même s'il est quasiment malhonnête, qui consiste à dire, moi quand j'étais président, il n'y avait pas de guerre. Voilà. Et ça, c'est dur à contrer. Joe Biden a beau dire, c'est pas moi qui ai envahi l'Ukraine. Moi, j'ai réagi à ça. L'électeur, il dit, voilà, il y a des guerres et vous êtes à la Maison-Blanche. Comme on voyait, et je finis là-dessus, il y a quelques semaines, il y a même des électeurs démocrates qui reprochent le renversement de Roe v. Wade à Joe Biden. C'est pas lui qui a renversé Roe v. Wade, mais c'était le témoignage d'une électrice qui se dit éduquée, politiquement démocrate depuis des décennies. Elle dit, la Cour suprême a pris cette décision, Joe Biden était président, donc c'est sa faute. On attribue beaucoup de qualités et de défauts au président, je crois. Oui, puis au rassemblement, très rapidement, au rassemblement auquel on a assisté à Manchester, au New Hampshire,
Trump, ben, vous l'avez de toute façon entendu dans les médias, dit en politique étrangère, moi je serais beaucoup plus habile. Premièrement, il n'y aurait pas eu de conflit en Ukraine. Donc ça, c'est son argument et il s'arrête là, il ne va pas plus loin. Et il dit aussi, ben, si je suis élu demain matin, la guerre en Ukraine va se terminer assez rapidement parce que je vais parler à Poutine, puis bon, on va pouvoir s'entendre. Et il dit aussi, ben, le conflit israélo-palestinien se terminera aussi dès que je serai élu à la Maison-Blanche. Et évidemment, c'est simpliste, c'est beaucoup plus compliqué, mais il a une façon de communiquer, Trump, qui est efficace. Je suis désolé, mais Biden ne communique pas de la même façon. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ce que je suis en train de dire, c'est que pour ce qui est de la stratégie de communication, Biden et Obama, c'était la même chose. Obama disait je pense que j'ai pas été capable de bien expliquer aux électeurs et électrices en quoi ma réforme d'assurance santé va les aider. Il disait ça avant les élections de mi-mandat, au lendemain des élections de mi-mandat de 2010, en fait, que les démocrates ont perdu. Ils ont perdu la Chambre des représentants à ce moment-là. Et Obama, le lendemain, faisait son mea culpa. Je pense que j'ai pas été assez habile pour expliquer en quoi mes politiques. Mais avec Trump, on n'a pas ce souci-là, en fait. Ben, en tout cas, ses partisans n'ont pas ce souci-là. Son message est très clair. Et sur la politique étrangère, ça devient un peu embêtant pour Biden parce qu'on a quand même affaire à un pays qui a beaucoup moins d'appétit pour les guerres. D'ailleurs, Biden est arrivé à la Maison-Blanche en disant « Il n'y aura plus de guerre éternelle avec moi non plus. Là. On va se retirer de l'Afghanistan. Et il y a beaucoup moins d'appétit pour des dépenses de fonds de contribuables pour toutes sortes de projets internationaux. Et là, on le voit au sein du Parti républicain, l'opposition au financement de l'Ukraine dans son conflit. Bon, c'est beaucoup plus difficile au sein du Parti républicain maintenant. Et il y a vraiment un appétit pour un certain retrait de la chose internationale, même si en même temps, Trump disait on va avoir les plus gros budgets militaires du monde. Donc, on aura les muscles, mais on s'en servira pas trop parce que la paix sera favorisée par notre démonstration de force à l'échelle internationale. Les gens auront tellement peur de nous que personne ne voudra nous faire la guerre. C'est un petit peu l'héritage de Reagan, mais c'est un discours qui plaît beaucoup à ses partisans. Si je peux me permettre juste rapidement de revenir sur un point que Christophe a présenté sur les coalitions aussi au sein du Parti démocrate. Et ce qui est à considérer, c'est que c'est pas uniquement les électeurs arabo-musulmans du Midwest, mais aussi le Parti démocrate a perdu des plumes auprès de l'électeur latino-américain en 2020. Et donc, on est dans une situation aussi où on peut pas se permettre d'en perdre à gauche et à droite auprès des électeurs plus jeunes, auprès des électeurs arabo-musulmans, auprès des électeurs latino-américains, parce qu'au final, la coalition démocrate, si elle est en train de vivre de l'érosion de chaque côté, au final, on en perd aussi dans plusieurs États et plusieurs États clés, le Midwest, mais aussi le Nevada, l'Arizona. Et donc, ça peut avoir une incidence vraiment très directe sur le Parti démocrate lors de l'élection présidentielle. Une autre question, là, il nous reste un peu de temps pour le tour de table initial. Donc, une question qui est fondamentale, notre enjeu qui est fondamental, c'est l'économie, on a évoqué. Donc, encore une fois, un message peut-être qui passe mal parce que quand on regarde les chiffres, ça ne s'est pas si mal passé. Joe Biden a mis en place des mesures qui ont permis de relancer l'économie. Le taux de chômage est bas, ça ne va pas si mal. Et pourtant, les gens attribuent toutes sortes la situation qui va mal, ils l'attribuent à Joe Biden, alors qu'il n'en a pas... il a fait du mieux qu'il a pu et ça ne va pas si mal. Jusqu'à quel point ça aussi, ça va jouer en faveur de Donald Trump, la question économique? Et comment comprendre que, encore une fois, ça tombe sur le dos de Joe Biden? Je ne suis pas économiste, donc je vais préfacer en disant ça, mais j'étais aux États-Unis il y a un peu moins de 2 semaines et je parlais avec des collègues là-bas et on me disait, le coût de la vie ici, j'étais à El Paso, au Texas, on me disait, le coût de la vie est vraiment pas élevé, c'est facile d'avoir accès à la propriété comparé à l'échelle nationale, mais l'épicerie. Aller à l'épicerie, ça coûte cher et
aller à l'épicerie, ça arrive à chaque semaine. Donc, c'est difficile quand on a un président qui dit « ça va bien sur le plan économique, le marché va bien mais si vous n'avez pas d'action en bourse, oui, vous avez votre chèque de paye qui rentre, mais il y a quand même l'inflation qui touche quoi? Principalement votre hypothèque, sauf si vous êtes dans des bulles qui sont un peu protégées, comme le cas à El Paso, ou sinon, c'est l'épicerie. Et l'épicerie, à chaque semaine, on se fait remettre devant nous, devant nos yeux, que ça coûte plus cher, que notre salaire ne va pas aussi loin et qu'on doit plus calculer, plus se serrer la ceinture. Donc, nécessairement, c'est difficile de dire, oui, tout va bien et le président a beaucoup avancé sur la question, quand dans notre quotidien, c'est pas nécessairement ça qu'on ressent lorsque on fait notre budget à la fin du mois. Et l'autre aspect aussi qui est intéressant à noter est le nom m'échappe, mais il y a un centre de recherche qui fait à chaque année, qui fait une cartographie des comtés qui sont plus désavantagés économiquement et qui regarde plusieurs facteurs, l'accès au logement, le coût des aliments, le coût de la vie, etc. Et on voit aussi un déplacement de comtés des comtés plus défavorisés, beaucoup dans les États du sud des États-Unis et dans tout ce qui est au centre, là, si vous vouliez diviser les États-Unis en deux. Donc, toute cette bande-là au centre qui va des Dakota et qui descend jusqu'à la frontière mexicaine-états-unienne, ce sont des comtés où on a eu une augmentation de la détresse économique dans les dernières années lorsqu'on regarde la courbe et qu'on regarde sous l'administration Biden. Donc, même si, oui, les indicateurs économiques vont bien, si dans votre quotidien, ça va pas bien, c'est très difficile d'entendre ce message-là et de reconnaître et de dire, oui, il y a eu une amélioration si vous ne la vivez pas dans votre quotidien. Quand j'ai commencé mon doctorat en sciences politiques, c'était l'élection présidentielle de 2012, puis c'était vraiment le sens commun dans cette dernière élection pré-Trump, c'est-à-dire qu'effectivement, la santé économique du pays était le meilleur indicateur pour connaître le résultat. Donc, une économie qui va bien, c'est une élection de continuité, une économie qui va mal, c'est une élection de changement. Par la suite, ça s'est vérifié, le taux de chômage a baissé juste avant l'élection, les chiffres d'Obama ont repris, puis il a réussi à remporter sa réélection. En 2016, Hillary Clinton a perdu l'élection en tant que candidate démocrate, même si on avait plusieurs trimestres de croissance consécutive du PIB aux États-Unis, la croissance allait bien. En 2020, il y avait évidemment les perturbations économiques de la COVID. À une certaine époque, Trump aurait probablement payé un prix beaucoup plus cher que ça pour les reculs économiques de la COVID, mais on sait qu'il a failli être élu, n'eût été de quelques dizaines de milliers de voix. Là, aujourd'hui, on continue avec ce paradoxe-là, donc une économie qui, selon les indicateurs classiques, va bien. Donc, en principe, selon les modèles pré-Trump de la science politique, Biden devrait être candidat facile en vue de sa réélection. Mais je pense que la donnée fondamentale aujourd'hui tourne beaucoup autour de la polarisation et de la personnalisation de la politique aux États-Unis. Et en ce sens, deux choses. D'abord, la politique devient très clanique, donc il est très difficile pour des républicains d'admettre, par exemple, que l'économie peut bien aller sous un président démocrate. Et inversement aussi, là, je veux dire, les démocrates ne voulaient pas donner de crédit à l'administration Trump lorsque Trump était au pouvoir, même si l'économie, jusqu'à la COVID, allait somme toute assez bien. Encore une fois, selon les indicateurs classiques. Et par ailleurs, on surévalue de toute façon le rôle du président dans l'économie. Ça a été démontré souvent. C'est un heuristique qu'on utilise, là, mais c'est le président, c'est pas lui qui tire les ficelles des politiques économiques du pays. Et l'autre chose aussi, en lien un peu avec cette polarisation-là, faut pas perdre de vue la polarisation des médias aussi. Donc, les gens ont accès à une information qui est dirigée en fonction de leur lorgnette idéologique. Donc, il est normal que des électeurs plus conservateurs aient accès à des informations qui leur donnent un portrait négatif de l'économie, malgré des indicateurs favorables. Et par ailleurs, il y a toujours aussi une propension des médias à mettre de l'avant les mauvaises nouvelles. Donc, même chez des médias peut-être plus progressistes, on n'insistera pas nécessairement toujours sur les côtés plus reluisants de l'économie. Donc, tout ça fait en sorte que je pense que c'est attendu qu'on doive remettre en question l'importance, et je ne dis pas que c'est plus important comme facteur, mais la prépondérance, à tout le moins, la prépondérance absolue qu'on donnait parfois à ce facteur-là pour prévoir le résultat d'une élection. Juste pour ajouter un petit élément dans la lignée de ce qui vient
d'être dit. On constate aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis, dans beaucoup de pays occidentaux, qu'il y a quand même un problème fondamental en ce moment de perception et de découplage complet entre le ressenti des individus et les situations globales. Et peut-être c'est une réflexion que doivent aussi avoir les citoyens en tant que tels. C'est bien de vivre son ressenti, mais il faut quand même accepter les faits. Le bilan économique de Joe Biden, sous sa présidence, on va mettre ça comme ça, il est historiquement remarquable. Enfin, je n'ai pas entendu un économiste qui ne se soit pas émerveillé de 15 millions de créations d'emplois, une inflation qui a été ramenée en dessous de 3%, un atterrissage en douceur de l'économie après la surchauffe post-pandémique. Enfin, objectivement, c'est assez remarquable ce qui se passe. Et de façon plus globale, on constate que 75% des Américains pensent que le pays va dans la mauvaise direction. Mmh. Les Occidentaux, on est tous comme ça en ce moment. On vit dans une sinistreuse qui me perturbe beaucoup parce qu'on ne va pas si mal que ça. Enfin, pourquoi il y a 920 millions de gens dans le monde qui veulent quitter leur pays pour aller majoritairement vers l'Occident si ça va si mal que ça? Donc peut-être qu'au bout d'un moment, oui, les politiques ont à faire des efforts, et Joe Biden en premier lieu, mais aussi les citoyens, ils doivent quand même un peu se poser des questions sur quelles sont leurs attentes et quels sont leurs critères de jugement. Je ne sais plus qui parlait de l'importance des opinions, mais il faut avoir des faits solides. Il faudrait peut-être revenir à ces faits-là. Voilà, c'était mon commentaire éditorial. Deux petites choses, si je peux me permettre. Sur l'inflation, Andréane a tellement raison. C'est au quotidien, en fait. Les gens voient que ça peut sembler banal, mais on est pris avec ça ici aussi, d'ailleurs. Là. Le prix du lait, le prix de la livre de beurre et tout ça. Et malheureusement, pour Biden, oui, l'inflation a diminué. Elle recommence on recommence à avoir le contrôle sur l'inflation, mais il y a l'inflation accumulée. C'est-à-dire que sur le plan des perceptions, on voit l'inflation diminuer et on peut s'attendre que le prix de la livre de beurre descende au cours des prochaines années, mais ce n'est pas ça qui se passe. C'est qu'on a accumulé aussi de l'inflation qui reste au rendez-vous aujourd'hui au quotidien. Les taux d'intérêt sont extrêmement élevés. L'accès à la propriété, c'est une grande préoccupation pour les jeunes notamment. Et Trump a l'appui de certains jeunes qui disent, ben écoutez, il y a eu la crise financière de 2007, 2008, 2009, ça a été difficile pour nous. Bon, ça, ils sont moins jeunes, mais après ça, il y a des plus jeunes qui ont vécu les difficultés économiques de la COVID-19, sortent de la pandémie, veulent accéder à la propriété, hausse du taux d'intérêt, c'est très compliqué. Et sur la polarisation, moi, je pense qu'on est rendu là aussi. La polarisation a fini par gagner aussi, par intoxiquer, par gagner, en fait, le débat sur l'économie aussi. Et une des choses qu'on entend du côté conservateur, c'est que Biden nous promet des emplois, mais quel type d'emploi? Parce que ce qu'a fait Biden, c'est de lier la relance économique à la transition énergétique. Si vous regardez son vaste projet de loi d'investissement dans l'environnement, l'Inflation Reduction Act, il y a toutes sortes de choses là-dedans qui sont prévues, des crédits d'impôt, des investissements, mais dans certains secteurs, création d'emplois dans certains secteurs en particulier. Les batteries pour les véhicules électriques, les panneaux solaires, tout ça, donc les nouvelles, les énergies renouvelables. Et ce que Trump dit dans son discours, souvent, et ce qu'on entend du côté conservateur, c'est que ce n'est pas la bonne trajectoire à emprunter. C'est que, bon, oui, Biden promet de la création d'emplois, mais dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement importants aux yeux de bien des conservateurs, qui disaient, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut relancer l'industrie du charbon en Virginie-Occidentale, en Pennsylvanie, au Kentucky. Et pendant qu'on va vers les énergies renouvelables, il y a des problèmes à l'international qui font que le pétrole coûte plus cher, les combustibles fossiles coûtent plus cher. Donc, il faut peut-être, Trump le dit, drill, baby, drill. Mais c'est ça, c'est qu'il y a une polarisation sur ces questions-là aussi. Et il y a beaucoup de républicains indépendants qui pensent que Biden fait fausse route avec tous ces projets-là. Et même des gens plus environnementalistes et inquiets des changements climatiques ne sont pas convaincus que la transition d'un parc automobile tel qu'on le connaît aujourd'hui vers un parc automobile de véhicules électriques est la bonne chose à faire. Les véhicules électriques causent une plus grande détérioration des routes, des autoroutes. Il reste qu'il va falloir en acheter des véhicules électriques. On est encore dans la production de masse de véhicules. On est encore dans une logique de consommation, de surconsommation. Si on estime que ce n'est pas une bonne idée de changer notre voiture aux 2-3 ans. Donc, avec Biden, il y a tout ça aussi qui fait en sorte qu'il y a des gens qui sont pas convaincus, en fait, de son programme économique. Je pense qu'on a fait le tour.
Merci beaucoup d'être venu. Puis je pense qu'il va y avoir d'autres tables rondes par la suite qui seront annoncées. Vous avez juste à suivre la chaire, le site de la chaire. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup.